On se retrouve dans cette nouvelle édition d'information. Madame, Messieurs, merci de vous joindre à nous au menu de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours du 71e session du Conseil de ministres, évoqué la nécessité de construire des passerelles le long du boulevard Lumumba pour piétons. L'objectif, c'est d'avoir des voies de passage sécurisées. Suivez le compte rendu par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Kateboué. La République a porté sur la nécessité de construire de passerelles piétonnes et viabilisation de la mobilité sur la voie rapide vers l'aéroport international de Njili. Le président de la République est revenu sur la persistance de multiples problèmes liés à la mobilité et à la sécurité routière de nos compatriotes. Il a rappelé la responsabilité du gouvernement de garantir une mobilité aisée et sécurisée à tout usager, y compris les personnes à mobilité réduite, lors de la conception et de la mise en œuvre des projets de construction de modernisation des infrastructures routières, particulièrement en milieu urbain. Cependant, après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard Lumumba et de favoriser la fluidité du trafic entre les communes de la ville-province de Kinshasa et l'aéroport international de Njili, la sécurisation des piétons devant traverser cette voie rapide est plus qu'impérieuse. Le fait de voir des adultes et des enfants enjamber les séparateurs est avilissant, dégradant et dangereux, a déploré le président de la République. Pour ce faire, il est urgent de relancer le projet de construction de passerelles piétonnes tout au long de cet axe routier du boulevard Lumumba, afin d'avoir de voies de passage sécurisées d'une rive à une autre. Il a ainsi instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui détient la tutelle technique de l'Agence congolaise de grands travaux, de commander à celle-ci un état des lieux sur la réalisation du projet initial des constructions des dites passerelles, mais aussi tenant compte de l'expertise de cet établissement public, de mener des études de faisabilité pour la construction de nouvelles passerelles tout au long de cet axe afin d'avoir des espaces sécurisés en nombre suffisant pour les traversées piétonnes quotidiennes. Restons dans ce même registre. Le gouvernement congolais a décidé de suspendre le test Covid-19 à l'entrée du territoire et à la sortie pour les personnes complètement vaccinées, ainsi que l'exigence d'un test Covid-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ en quittant la RDC. Suivez les détails à travers ce reportage. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation relative à la Covid-19 qui reste stable sous contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au regard de la baisse continue des statistiques de contamination, le ministre de la Santé publique a annoncé la signature d'un arrêté ministériel qui prévoit entre autres la suspension des tests Covid-19 à l'entrée du territoire et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées, l'exigence d'un test Covid-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ du pays de provenance et ou en quittant la République démocratique du Congo, la liberté des circulations intérieures sans contrainte pour toutes les personnes complètement vaccinées. L'arrêté ministériel qui formalise ces mesures entrera en application dès ce samedi 1er octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note. Revenons sur le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, aux Nations Unies. À cet effet, le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre MNS, Patrick Mutombo, a apporté les preuves de rapatriement des FDLR au Rwanda, dont il dit être un témoin actif. Reportage. Le 20 septembre 2020, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale. C'est notamment la sécurité et la paix pour tous, et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour soutenir davantage les arguments du chef de l'État et l'appuyer,
Le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, à travers son coordonnateur adjoint, Patrick Mutombo Kambila, évoque les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour en finir avec les FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, au sujet de sa prestation de haute facture à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e session des Nations Unies. Le discours du président a sonné comme un appel vibrant à tous les pays signataires de l'accord cadre parce que l'un d'eux, le Rwanda pour ne pas le citer, a agressé le pays, violant ainsi les dispositions pertinentes de l'accord cadre, notamment les engagements régionaux. La République démocratique du Congo, à travers le mécanisme national des suivis, a rapatrié beaucoup de FDLR depuis des lustres. Et nous en voulons pour preuve le dernier rapatriement. Et donc, quand le président de la République parle de rapatriement des FDLR, il a dit toute la vérité et la vérité la plus absolue. Nous, le mécanisme national des suivis, tenons aujourd'hui à faire grand écho de la déclaration du président pour dire que le chef de l'État a donné à la face du monde les efforts menés par la République démocratique du Congo dans le cadre de la pacification régionale. La RDC n'a pas intérêt à garder les FDLR sur son sol, et le chef l'a dit, et donc le mécanisme national, hier, aujourd'hui comme demain, est engagé à œuvrer à toutes les actions qui mènent à la consolidation de la paix, y compris le rapatriement des FDLR. Le rapatriement des FDLR répond de la décision des chefs d'État qui se sont réunis dans le mécanisme régional de suivi à Brazzaville en 2017. Cette logique n'est pas altérée pour autant parce que le rapatriement se fait le plus volontairement du monde. Donc, s'il y a aujourd'hui des volontaires au rapatriement dans les rangs des FDLR, la République démocratique du Congo, avec les autres pays de la région, dans le cadre de notre corps cadre d'Addis Abeba, le ferait volontiers. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le rapatriement des FDLR, comme le rapatriement des M23 volontaires, ça fait partie des engagements des chefs d'État. Aujourd'hui, nous voudrions haut et fort dire que la République démocratique du Congo n'a pas intérêt, aucun intérêt, à soutenir les FDLR contre un pays voisin, le Rwanda fut-il, et que tous les FDLR qui se retrouveraient sur le sol congolais ne sont pas des forces invitées par la République démocratique du Congo et donc devraient carrément rentrer chez eux. Et c'est comme ça que nous saluons la force régionale de l'East African Community qui va commencer déjà à se déployer pour qu'on en arrive. Et au niveau du mécanisme national, nous avons un plan de stabilisation, nous avons le groupe de contact et de coordination qui est l'émanation d'une décision des chefs d'État lors de leur 9e réunion du mécanisme régional de suivi tenue le 8 octobre 2018 à Kampala, qui veut que tous les pays, surtout les 5 pays de la région, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et nous-mêmes, la République démocratique du Congo, puissions mettre sur pied ce qu'on appelle le groupe de contact et de coordination pour enrayer la menace de tous les groupes armés en général et ceux étrangers. Restons dans la présidence de la République pour parler de la rencontre entre le chef de l'État et les présidents des 2 chambres du Parlement vendredi 30 septembre 2022 à la Cité de l'Union africaine. Leurs échanges ont tourné autour des élections et de la sécurité du budget. Regardez. Aussitôt retourné au pays, après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati, durant près d'1 heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kwamouth, du Kasaï central et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a dit
quels que soient les prix, la sécurité sera rétablie là où il y a du désordre, spécialement à l'est du pays. À Kwamout, c'est la même chose. Nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Des infiltrations, nous avons appelé, nous, nos 2 chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions, pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie de conditions sociales des populations. Les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Le chef de l'État a notamment insisté sur le projet des 145 territoires qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. De l'autre côté, le commissaire de la province de la police nationale congolaise de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, est revenu sur l'opération de bouclage menée ce vendredi 30 septembre 2022 dans les communes de Lingwala, Barumbu et Kinshasa. En image, suivez. C'est un phénomène compliqué, il y a beaucoup de paramètres. Nous avons à l'époque, on avait des numéros, des véhicules, mais malheureusement, il n'y a pas d'archives aujourd'hui pour retracer. C'est compliqué, on s'est fait maintenant à la plaque. On a des discussions avec M. le gouverneur pour qu'on puisse chercher des solutions efficaces dans ce conseil de taxi. Mais les cas ne sont pas vraiment nombreux comme dans le temps. On avait arrêté les personnes qui faisaient cela, et puis à l'aide d'une corde qui tuait les gens. Malheureusement, ces gens ont été libérés dernièrement. Ils ont repris encore. Nous sommes allés à recherche. Vous savez, la loi dit qu'il y a ce que nous appelons, ce qu'on veut maintenant créer, des groupes locaux de sécurité. C'est-à-dire dans chaque quartier, le chef de quartier, il a le devoir, avec sa police, les sous-services, de faire des réunions chaque semaine pour voir les zones dans les quartiers pour trouver des solutions. Mais la commune, le bourgmestre est là. Et là, ça va être la chaque lundi, il appelle le service de sécurité, la police, la NER, la DGM, ensemble, ils vont déballer, voir si des gens ont jeté la boîte d'association. Il faut faire des enquêtes, ça ne suffit pas de dénoncer quelqu'un, et puis faire des enquêtes. Malheureusement, les gens ne mettent pas les suggestions en débat, malheureusement. À vous, la presse, d'accentuer, de parler avec ces gens-là, de se conscientiser parce que vous devez nous aider, vous êtes nos partenaires, que la population puisse être consciente. C'est l'affaire de la sécurité des conseils, pas seulement la police, c'est une affaire de tous. Si ils enlèvent la peur, là-bas c'est sans identité, vous dénoncez seulement la personne ciblée, et puis le reste, essayez de sécurité avec l'aide du bourgmestre, on va démanteler ces réseaux. Par ailleurs, le député national d'Eli Sessanga a reçu vendredi 30 septembre 2022 dans son cabinet de travail les élus des provinces du Kwilu, Maindombe et du Grand Bandundu, compte tenu de leur échange dans ses propres recueillis. Na baponami na niveau ya province o ya Grand Bandundu bauti Maindombe, bauti Kwilu, bauti Kwango. Pona nini parce que kuna insécurité mobulu et sili kokota et bandaki na Kwamout mais lelo et comme na province ya Kwango pe na province ya Kwilu na kolandisa expérience otozali na yango oto monaki mabe tango yaki na mobulu ya ba enyele na Équateur oyaki na Bambororo oyaki na Kamwina Sapuna Kasai ndenge bota makamuke muke omuni pe panzani bato bakufi bayike lelo bato bako panzana na province ya Grand Bandundu ebele bakimi bisika baleki kufanda ebele pe bakufi yango monaki l'Assemblée nationale to pesi o babengaka question orale avec débat
pote VPM ya intérieur aya koyebisa biso mikano nini gouvernement azwi pote mobulu wana esila. Mais pour ngai comme élu national na kosenga ete totika mobulu wana ikola te pamba te mboka na biso ezali déjà na insécurité na est tokoki kondima te lelo na porte ya Kisasa mobulu wana continuer esalema te kota wana Kisasa bato ba continuer na kokufa yango na kosenga na gouvernement na kosenga na ba leader nyonso ya Grand Bandundu ba leader nyonso ya Congo mobimba totala likambo lokola insécurité ya biso baso ezali insécurité na kati na Congo ezali kaka te ke bato bafandi na Bandundu to pe bafandi na Kwamutu ezali biso baso yango na pesaki na nzela ya Assemblée nationale question orale avec débat pote VPM aya to sosola makambo wana to yeba eloko ni toko kosala pote kimia boboto ezonga na kati ya grande province ya Bandundu bisika mobulu ekosala balelo tokoki kondimangwa tambokete te mobulu wana et continuer bato ba continuer na kokufa pe boyokani kati bikolo oyo ezali na kati na Grand Bandundu esila kokufa tangi. Revenons en arrière, le président national du mouvement lumumbiste progressiste Franck Diongo a apporté son soutien indéfectible au combat du président Deli Sisanga, n'est-ce pas, sur la réduction du train de vie de l'État en commençant par les institutions élues. Propos recueillis. Le parlementaire n'est parlementaire que s'il défend le droit des électeurs. Mais les droits des parlementaires ne peut pas violer les droits des électeurs. Donc, le droit des parlementaires ne peut être valable que si les parlementaires s'inscrivent dans la ligne ou dans la logique de défendre les droits des électeurs. J'ai suivi l'honorable Sisanga pendant beaucoup de temps. Il a demandé, il a parlé également, ou les premiers à avoir parlé, la réduction des trains de vie des institutions. Je ne vois pas l'Assemblée nationale actuelle prendre le risque de braver tout un peuple parce qu'un député a soulevé un problème qui apaise, un problème qui est soulevé dans la société. Est-ce que vous savez que le président Macron a 13 000 $ de salaire? Donc, je pense que si le président Sisanga et l'autre député de Martin, s'ils ont menti, engager un débat citoyen, et c'est ça que nous avons demandé, devant la population à la Chambre. Et le peuple attend un débat citoyen. Je ne pense pas qu'invalider Sisanga, invalider l'autre député, amènerait la solution. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que le régime a un désaveu massif maintenant, un désaveu massif de la population contre le régime. Si le régime ne cherche pas à introduire les facteurs correctifs, et il faut sanctionner irrégulièrement les uns et les autres, ils ne vont pas s'en sortir. Avec la nouvelle technologie, avec la détermination, la force de conviction des Congolais aujourd'hui et la maturité des Congolais dans les combats démocratiques, les régimes d'intimidation ne trouveront pas d'espace. Et je peux rassurer les deux députés que l'opinion congolaise et l'opinion quinoise attendent tout simplement un débat citoyen sur les problèmes. Ont-ils menti ou ils ont dit la vérité? Un débat télévisé au Parlement, c'est ça la solution. Mais sanctionner Sisanga et l'autre député, faire d'eux des victimes, ce sera des héros. Et je ne vois pas. Voilà, d'une province à une autre, Nyakampa, nous sommes en Ituri, où le gouverneur militaire de cette partie du pays, le général Johnny Luboya Kanchama, a reçu la délégation de l'Union européenne conduite par la conseillère chargée de la politique, presse et information politique de l'ambassade EU basée à Kinshasa, Daphné Barbotte. En mission à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, la conseillère politique et chargée de sécurité à l'Union européenne n'a pas tari d'éloges sur le travail abattu par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, sur le plan sécuritaire et de développement. Le gouverneur a évoqué les principaux défis qui subsistent encore dans la province, mais aussi les signaux positifs et encourageants.
qui ont pu être atteints ces derniers mois, notamment en termes de dialogue entre les différentes communautés et avec les groupes armés pour apaiser la situation dans la province et avancer vers la stabilisation. Reçu en audience ce vendredi par le commandant des opérations militaires en Ituri, Daphné Barbot confirme l'appui de l'Union européenne dans la formation de la police nationale congolaise, mais aussi dans le secteur de la justice, un appui qui s'inscrit dans la politique générale du gouvernement congolais en matière de la réforme de forces de défense et sécurité. Alors l'Union européenne vient justement de lancer 2 programmes qui appuient les autorités ici, donc un programme d'appui à la réforme de la police et un programme d'appui à la réforme de la justice, qui sont 2 gros programmes qui vont vraiment accompagner sur la durée les institutions ici, les autorités dans ce domaine pour contribuer au renforcement de l'État et des services de l'État. Par ailleurs, la conseillère politique presse et information a remercié et encouragé les communautés ituriennes pour leurs engagements dans la recherche de la paix. Aux Ituriens, merci beaucoup pour l'accueil et on vous souhaite vraiment plein succès dans la recherche de la paix et le retour de la paix dans votre province. Rappelons que, depuis les débuts de ce mois de septembre, la province de l'Ituri a accueilli de nombreux invités de marque qui ont palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire et des avancées sur le plan de développement, notamment le Premier ministre congolais Sama Lukonde Jean-Michel, qui a récemment effectué une mission d'évaluation de l'état de siège, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations et protection, Kassim Diane, ainsi que le journaliste francophone venu de plusieurs pays qui ont visité les zones pacifiées par les forces armées de la République démocratique du Congo sous l'état de siège. Dans la province du Lualaba, c'est depuis 2021 qu'elle assume les fonctions de gouverneur ad intérim de cette partie du pays. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été donc fait dans cette province? Fifi Masuka Saini s'en remet à la presse pour une évaluation des missions lui est signée par le chef de l'État. Regardez. Pour qu'ensemble nous puissions voir ce qui va, ce qui ne va pas. Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, dans ce laps de temps que nous avons commencé, que nous sommes en train de faire notre travail en tant que gouverneur à l'intérim de la province du Lualaba. C'est depuis 2021 que nous sommes en train de travailler. Nous allons juger tous ensemble du travail d'une année presque demie. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Qu'est-ce qui avait été fait? Et aujourd'hui, nous en sommes où? Un gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État. On ne fait rien sans que le gouvernement ne le sache. Ici, nous coordonnons, nous suivons les instructions selon la vision du chef de l'État qui veut que nous puissions faire de cette province de Lualaba le miroir de la République. Pourquoi? Il était ici en 2021, la pauvreté qu'il avait vue, je crois qu'il était très ému. Certains d'entre vous étaient là. Et les instructions qu'il nous avait données, c'est de changer l'image, non seulement de Kolwezi, mais c'est de donner à la province du Lualaba les meilleurs de notre travail, de son travail, afin que même un petit enfant dans un lieu Kolwezi ou dans les fins fonds de Lualaba puisse ressentir le cobalt, le cuivre, le zinc et toute autre matière première qu'on vend dans notre pays, qui ressentent aussi ce bénéfice. Voilà, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. On n'y est pas encore parvenu, mais nous pensons que nous sommes en train de monter les échelons, les escaliers, afin de donner à notre peuple, le peuple du Lualaba, le peuple de toute la République, pourquoi pas, de sentir ce que Dieu nous a donné, que nous puissions le ressentir dans nos assiettes. Page internationale à présent, un retour au calme ce matin dans la capitale burkinabé au lendemain d'un coup d'État condamné par la Commission de l'Union africaine et la CEDEAO, le second de putsch au Burkina Faso depuis 8 mois.
Lendemain de coup d'État au Burkina, 2e en 8 mois et 5e en Afrique de l'Ouest depuis 2020. La CEDEAO s'en inquiète. Dans un communiqué, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest condamne avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir par la force. À 20h hier, mettant fin à plusieurs heures de confusion sur la nature des troubles, une quinzaine de militaires apparaissent à la radio-télévision nationale. Parmi eux, le nouvel homme fort, 34 ans. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, réuni ce jour 30 septembre 2022 à Ouagadougou, a délibéré et décidé ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Constitution suspendue, gouvernement dissous, de même que l'Assemblée législative de transition, activités politiques suspendues, frontières fermées jusqu'à nouvel ordre, couvre-feu en vigueur de 21h à 5h locales. La junte dit avoir agi face à la détérioration de la situation sécuritaire. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Les attaques meurtrières frappant soldats et civils se sont multipliées dans le nord et l'est ces derniers mois. Pas plus tard que jeudi, le lieutenant-colonel Damiba, qui assumait depuis mi-septembre le poste de ministre de la Défense, s'était déplacé à Djibo en soutien aux militaires victimes d'une embuscade à Gaskindé alors qu'ils escortaient un convoi humanitaire. Son sort reste inconnu pour l'heure. Les attentes des Burkinabés sont immenses. Slogan anti-français à Ouagadougou vendredi et drapeau russe bien visible. Dans la foule, certains appellent à une coopération militaire avec la Russie. Toujours en Afrique, au Togo, on nous informe qu'une application baptisée Zéro Déchet tente de former les ménages sur la gestion de déchets en milieu urbain. Voix Africa a signé ce reportage, suivez. Depuis quelque temps, le revendeur Komi Noudoukou gère autrement ses déchets à la maison. Il a appris à les trier. Et avant, on ramasse tout ensemble, les plastiques, les cartons, les choses de métal, et on fait tout ça ensemble. Maintenant, avec la nouvelle méthode, les choses sont maintenant à trier. Le bleu là, c'est le métal, les boîtes de conserve. Le jaune, c'est les papiers, les cartons, bon, tout ce qui est carton. Pour le vert, il y a les plastiques. En effet, le tri des déchets est un geste éco-citoyen qui contribue à l'assainissement du cadre de vie, surtout en milieu urbain. C'est cette nouvelle façon de faire que Justin Bekounim veut inculquer aux ménages togolais à travers son projet Zéro Déchet. Il s'agit d'un système digitalisé de collecte et de tri fonctionnel pour valoriser les déchets solides à Lomé. Cet activiste de l'environnement est à la tête de la start-up Vega Recycling, spécialisée dans le recyclage des déchets. Zéro Déchet est une plateforme digitale qui accompagne les ménages dans le tri de leurs déchets. Le tri des déchets ne faisant pas partie de notre éducation. Donc avec Zéro Déchet, c'est amener les gens à pratiquer le tri. Et lorsque les déchets sont pleins, on récupère les déchets au niveau de ces ménages, on fait le traitement et on leur attribue une note en fonction du volume et de la qualité des déchets, donc la qualité du tri. Et par rapport à ça, on leur attribue un gadget. Donc l'idée est aussi de créer cette mesure incitative pour impliquer davantage la population et faire de Lomé une ville durable et intelligente. Au-delà du tri, précise Justin Bekounim, l'application permet également aux populations d'aider à signaler les zones insalubres dans la ville de Lomé. Ça permet en effet de pouvoir, à un certain moment de la vie, connaître les zones insalubres et avoir une carte et des données fiables sur les points qui comportent de l'insalubrité dans la ville de Lomé. Ça permet donc aux nouvelles communes de pouvoir mener des opérations de salubrité en ville. Nous pensons que l'assainissement, ça devra commencer par, n'est-ce pas, les données, la disponibilité donc des données. Cette solution innovante est pour l'heure à sa phase d'expérimentation.
Le promoteur de Vega Recycling compte bien l'étendre à toute la ville. Bien que nouvelle pour beaucoup de ménages à Lomé, l'éducation au tri va certainement contribuer à une gestion. Voilà, madame, et c'est par ici que nous mettons un terme à cette nouvelle édition du journal de ce premier jour du mois d'octobre. Merci à vous de l'avoir suivi.